Donc officiellement, soyez les bienvenus pour ce webinaire sur l'outil Me2We. Elisabeth et Et moi, je c'est vais m'encourager, avec... je vais pour avoir des Ah, réseaux. Alors, juste si vous pouvez couper vos micros. ouais. Si vous pouvez Et- ouais, couper vos micros pour que ça ne parasite pas les échanges. oui. Donc on est très heureux de vous recevoir ce soir pour pratiquer et réfléchir ensemble sur la notion d'intelligence collective et quels sont les facteurs de réussite de l'intelligence collective. Alors, je vais partager mon écran et c'est un support, bien sûr, que vous aurez tout à l'heure. Voilà. Donc, cet index Me2We est issu d'années d'accompagnement que nous faisons dans les organisations avec Jean-François et suite à de multiples constats que nous avons faits au niveau de ces accompagnements d'équipe. Donc, bien sûr, le cadre, c'est fondamental hein, dans tout collectif, quand on accompagne une équipe, quand on fait partie d'un collectif. Libre participation, ici, vos caméras peuvent être ouvertes, fermées, bienveillance, co-responsabilité, confidentialité. Donc, comme vous l'a dit Jean-François, si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, vous pouvez bien sûr fermer vos caméras. L'idée, c'est s'il y a quelque chose qui vous manque au niveau de ce cadre, vous pouvez nous le partager, nous le mettre dans le chat. Et puis sinon, nous allons enchaîner sur ces bases. Alors, avant de démarrer, juste un petit temps pour savoir dans quel état vous arrivez et pour que ce soit le plus interactif possible, je vous propose d'utiliser WooClap et d'explorer comment vous vous sentez avant de démarrer. Donc, si vous avez votre téléphone, de vous connecter sur wooclap.com avec votre téléphone, éventuellement votre ordinateur. Et si vous êtes prêts, je vais balayer le prochain. Quel est le mot qui décrit le mieux votre état avant ce webinaire? Allez-y, rendez-vous sur wooclap.com. Installez le code QRQYKU qui est ici en haut. Et quand vous y êtes, vous devriez voir apparaître, une fois sur le site WooClap, l'espace où on vous demande le code. Ah, je suis focus. Super, je suis Génial. focus. Quoi d'autre? Comment vous sentez-vous avant de démarrer? Et bien sûr, ça aura un sens pour tout à l'heure, hein, on débriefera le pourquoi. Qui d'autre? Comment vous sentez-vous? Je me sens ouvert pour ma part, curieux Curieux. et engagé. Super. Vous nous direz après si vous utilisez un petit peu ces outils ou pas du tout. Allez, encore une minute pour ceux qui sont en train de... Pour ceux qui conduisent, vous êtes exemptés. Et pour ceux qui sont là avec nous, simplement rendez-vous sur le site wooclap.com, wooclap.com, et avec le code en haut à droite que vous voyez sur l'écran, QRQYKU, simplement, voilà, je me sens en joie. C'est toi, Elisabeth, qui a répondu ça? Pourquoi tout de suite, c'est moi? Juste parce que ça te ressemble. Oui, je suis heureuse d'être là avec vous, c'est vrai. Bon, super. Allez, je vous propose de... Ah, on a quelqu'un qui vient de rajouter. Non, c'est bon. Super. Je vous propose de continuer notre exploration avec l'index Me2We et Oui, d'explorer avant ça, restez bien sur WooClap, la deuxième question.
quel outil aujourd'hui vous utilisez en matière de diagnostic d'équipe? Donc, je vous repartage la phrase. Restez bien sur WooClap. Quel outil vous utilisez? Donc, en un, est-ce que vous utilisez le disque? En deux, est-ce que vous utilisez le MBTI? En trois, Periceo, un outil qui a été créé par Elisabeth et un collectif. Le Team Management System, est-ce que vous utilisez le Big Five ou est-ce que vous utilisez autre chose? Allez-y, vos réponses. OK, très bien. Peut-être vous n'en utilisez aucun. OK. Et si vous mettrez autre, ce qui serait peut-être intéressant, c'est que vous mettiez dans le chat le nom de ces outils, par exemple. Voilà. Quels sont... Ah, le disque apparaît quand même un peu. Periceo, Team Management. Ouais. OK. Analyse transactionnelle, organisation. Donc, Siam, il y a un outil qui est issu de la théorie de Berne qui permet d'évaluer. C'est un outil diagnostic qui permet d'évaluer la dynamique d'une équipe à partir de ce modèle-là, c'est ça? Oui, OK. C'est super. C'est super. Très bien. Alors, la raison pour laquelle on vous demande ça, c'est que lorsqu'on intervient en tant que coach d'équipe, la capacité à proposer à nos clients un outil diagnostic est très importante. Et Elisabeth et moi, on a fait un constat, c'est que l'outil diagnostic, en fait, pour nous, sert non pas, alors bien sûr, il y a des outils qui sont scientifiquement validés, d'autres qui le sont moins, mais l'outil pour nous, il sert à engager un dialogue au sein des équipes. Le but de ces outils n'est pas l'outil. Et ça nous semble très très important. C'est pour ça que les guerres de chapelle autour de est-ce que c'est un MBTI, est-ce que c'est un disque, est-ce que c'est un péricéo, est-ce que c'est un TMS, est-ce que... Peu Mm. importe. Pour nous, la qualité d'un test, c'est la qualité du dialogue qu'il va permettre au sein de l'équipe à partir de ce test. Parce que globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'une intervention en coaching d'équipe, elle va être centrée sur une intention, une direction qu'on va donner à cette équipe, et puis on va faire un diagnostic. Et si l'outil permet un dialogue intéressant, de toute façon, les résultats qui vont émerger vont converger, puisque les conversations vont converger par rapport à l'objectif et à la direction que cette équipe s'est donnée à travers l'accompagnement. Donc pour nous, un des critères qui était important en créant l'outil Me2We, c'était de créer un espace de dialogue qui soit suffisamment simple pour que les équipes le comprennent facilement. C'est pour ça que vous verrez que dans l'outil diagnostic Me2We, il y a 4 dimensions. Et en même temps, suffisamment riche pour pouvoir générer des conversations et générer, c'était ça qui nous intéressait Elisabeth et moi aussi, générer de la pratique. C'est-à-dire que les gens puissent vivre l'outil avec l'intelligence somatique notamment, puisque c'est notre outil principal, c'est-à-dire qu'on puisse proposer aux personnes qui sont là après la phase diagnostique, qu'ils puissent comprendre les dimensions du test en les vivant avec leur corps. Oui, ce sont là deux axes fondamentaux dont parle Jean-François, c'est-à-dire que suite à un profil d'équipe ou dans un profil d'équipe, les personnes n'aiment pas être mises dans des boîtes. Il y a parfois des peurs en fonction des équipes que l'on accompagne, d'être, comment dire, dévoilées, découvertes, catégorisées, etc. Et avec cet outil dont nous allons parler, et nous allons aussi partager vos représentations sur ça, il n'y a pas que la dimension cognitive, il n'y a pas que la tête, il y a essentiellement peut-être, en tout cas il y a les trois, la tête, l'intelligence du corps et l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle. Et avec une dimension somatique qui fait vraiment lâcher l'ego. C'est-à-dire que même en ayant une prise de conscience pas forcément agréable sur le moment, comme c'est assez ludique et que l'ego est quelque part surpris, amusé,
bah, c'est plus facile dans certains contextes. Et ça génère non seulement de la connaissance de soi, de la conscience de soi, mais ça génère aussi de la conscience de l'autre à travers ces dialogues. Et donc, la démarche, on peut la retrouver bien sûr dans d'autres tests, mais ce qui nous a semblé intéressant avec Elisabeth, c'est de dire, OK, si on leur propose ce test, est-ce qu'ils ont la possibilité pas juste d'en parler, mais d'en parler depuis l'expérience? C'est-à-dire quand on va vous présenter les 4 dimensions là de l'index Me2We, ce qu'on propose, c'est vraiment des activités qui permettent aux gens de vivre l'expérience somatiquement, pas juste, comme le dit Elisabeth, cognitivement, et à partir de là, d'avoir des conversations qui, selon nous en tout cas, permettent d'aller plus en profondeur, hein, que juste de se rattacher au modèle. Mm. Alors, pour continuer cette exploration avec vous, on voudrait vous demander en dernière question, là, autour d'après vous, dans un collectif, si vous restez sur WooClap, quels sont les facteurs de réussite d'un collectif, d'après vous? Qu'est-ce qui contribue à la réussite d'un collectif? Donc, même chose, on est sur WooClap, c'est toujours le même test. Donc, premier critère, l'engagement de chacun. Est-ce que quelqu'un peut, je ne sais pas qui a répondu ça, et nous en dire plus en ouvrant son micro peut-être sur cette notion d'engagement de chacun? Alignement, la solidarité. Ouais. Ouais. OK. Est-ce que la personne qui a répondu alignement et solidarité veut développer pour en dire plus? Oui, enfin, dans un collectif d'entreprise, mais pas seulement d'entreprise, associatif ou autre, hein, vaut mieux être aligné sur ce que l'on pense faire, avec quels moyens on veut le faire, avec qui on veut le faire. Donc, si on se met sur une ligne virtuelle, en tout cas, hein, collective, commune, c'est Hum, beaucoup plus simple, on dépense beaucoup moins d'énergie pour un résultat bien supérieur à ce qu'il aurait été autrement. Par hum, ailleurs, sans solidarité dans un groupe, vous savez, dans une course, parfois, il y a certains entraîneurs qui disent il ne peut pas y avoir de dernier. C'est intéressant. hum. Donc, on gagne tous ensemble. Voilà. Ouais, Donc, l'alignement et la solidarité, je crois que ce sont deux vecteurs importants de réussite collective. ouais. Merci, Mm. merci Patrick. Ouais. Quelqu'un a dit la capacité à se remettre en question, la cohésion. Vous voulez en dire plus? La cogestion, nous en dire plus aussi sur ces dimensions-là? N'hésitez pas à prendre la parole, hein, même si on se coupe la parole éventuellement, c'est pas grave. Alors oui, la cohésion et la Mm. cogestion, c'est moi qui ai répondu ça. La cohésion, c'est aller tous dans le même sens, parce que si on a des objectifs différents, évidemment, le collectif ne pourra pas se rassembler. Hum, hum. Et puis la cogestion, c'est quoi qu'il se passe, en fait, c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire qu'on a tous une part de responsabilité, chacun à son niveau, mais dans ce qui se passe. Ouais, Mais il faut l'admettre aussi, quoi. ouais, ouais. Alors, merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup parce que pour nous, ça résonne évidemment très, très fort avec notre propre expérience. Et pour resituer l'émergence de l'index MeTooWe, ça a été exactement ça. Ça a été de se dire, mais qu'est-ce qui fait la différence dans le collectif? Et vous avez sûrement entendu parler du projet Aristote de chez Google qui a étudié 800 équipes et qui a défini les critères qui font qu'une équipe va bien fonctionner. Ça, c'est des critères comme la sécurité psychologique, comme la capacité à faire à ce que la parole circule, l'intelligence émotionnelle au sein de l'équipe. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui ont émergé. Ça, c'est sûr, on ne les remet pas en question. Au contraire, on s'inscrit dans cette lignée. Mais pour nous, il nous a semblé qu'il y avait quand même 4 facteurs différenciants. Et ces facteurs différenciants ne sont pas juste au niveau de la vision du collectif. Bien sûr, le collectif, Patrick l'a dit, c'est important qu'il s'engage au service d'une vision, d'une mission, de ce qu'il cherche à accomplir. Et en même temps, on s'est rendu compte que si le groupe a une vision, si le groupe a une mission, si le groupe est, entre guillemets, organisé,
eh bien, il y a quand même des dimensions qui manquent et elles sont, Elisabeth, à l'échelle individuelle. Oui, et je vais repartager donc mon écran pour que l'on vous partage ces dimensions. Ces dimensions, nous les avons appelées la dépendance, la contre-dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Et pour en arriver là, nous avons constaté et nous avons posé cette hypothèse de travail que le niveau du collectif, le niveau de l'engagement du collectif, le niveau d'intelligence collective qui s'y passe, etc., va vraiment être lié à la maturité individuelle de chacun des individus en présence. C'est-à-dire que le niveau d'excellence d'une équipe ou de performance d'une équipe ou sa capacité à atteindre un objectif est directement lié à vous connaissez tous certainement la pyramide de Diels, pardon, vous êtes coach, vous accompagnez des collectifs, et bien quelle que soit la vision ou les valeurs, comme le disait Jean-François, quelles que soient ces choses qui sont en haut de la pyramide, c'est vers le bas que ça se joue au niveau des capacités individuelles et de ces 4 capacités individuelles. Donc, ce qui est important de considérer avant de partager plus sur ces capacités, dépendance, contre-dépendance, indépendance et interdépendance, c'est qu'il n'y en a aucune qui est idéale. Chacune va avoir une dimension porteuse, une dimension plus limitante, et chacune est vraiment liée à un contexte donné. C'est-à-dire que si vous passez ce test, vous répondez à ces questions dans un contexte donné, dans une équipe donnée, si 1 heure après vous le faites par rapport à une autre équipe, à une autre collectif, vous ne répondrez pas forcément la même chose. Donc c'est vraiment lié à un contexte en fonction des individus qui sont là en présence et en fonction des interactions qui ont lieu dans l'équipe, de la maturité de ces interactions. Voilà. Donc, pour démarrer, et c'est vraiment, encore une fois, en ligne avec le projet Aristote, la première compétence qui nous semble clé quand on travaille en intelligence collective et qu'on cherche à faire ce diagnostic, c'est pas juste le niveau de confiance dans l'équipe, c'est la capacité des individus à faire confiance. Et c'est ce que nous, on a appelé la dépendance, la capacité à se mettre dans une position de dépendance, c'est-à-dire d'être dans une capacité à reconnaître qu'on a besoin des autres et qu'on a besoin de s'appuyer sur les autres. Et l'inverse, ce que nous, on a appelé ce qui est l'opposé de la dépendance, qui est la méfiance d'une certaine manière, c'est-à-dire l'incapacité à faire confiance, eh bien pour nous, elle est essentielle dans ce qui freine l'intelligence collective. Ce qu'on veut dire, c'est je ne veux pas m'appuyer sur les autres, je n'ai pas cette capacité à reconnaître que dans le contexte de ce projet, eh bien, j'ai besoin des autres. Et ça, ce frein-là est une vraie limite dans les capacités individuelles et elles vont avoir un impact sur les capacités du collectif. Un petit exemple peut-être, imaginez une équipe qui tourne dans un secteur donné, quel que soit le secteur, et de façon caricaturale, je vais à l'extrême, un jeune étudiant tout frais et moulu, expert dans son domaine, arrive dans cette équipe. Et cet étudiant, cet étudiant diplômé, on va dire, qui arrive dans cette équipe, est persuadé d'avoir la meilleure réponse à un problème donné, alors qu'il ne connaît pas le contexte, il ne connaît pas les clients, il ne connaît pas les parties prenantes, il ne connaît pas forcément les enjeux. Eh bien, si cette personne, à ce moment-là, ne se met pas en dépendance par rapport aux autres membres de l'équipe, c'est-à-dire, je vous fais confiance par rapport à une décision donnée parce que je n'ai pas tous les éléments en main pour pouvoir décider sereinement, il y a des cas où sa décision pourrait être pénalisante pour l'équipe ou le contexte. À l'opposé, cette même personne, au bout d'un certain nombre de mois, qui aurait la connaissance du contexte, la connaissance des parties prenantes et qui aurait, je ne sais pas, peut-être une alerte par rapport à une problématique donnée, pourrait avoir tout à fait raison de prendre une certaine autonomie par rapport à cette posture de dépendance. L'idée, par exemple, quand on vous disait l'important, c'est de pouvoir générer des dialogues et des conversations, c'est quand on demande à nos participants
d'explorer cette dimension de la dépendance, on va les faire travailler somatiquement. On va leur proposer des exercices qui vont leur permettre de vivre la capacité à s'appuyer sur l'autre. Et c'est très intéressant parce qu'on va voir quelque chose d'assez spectaculaire, c'est qu'on va voir des gens qui, au départ, vont vouloir s'appuyer sur les autres parce que c'est l'exercice, parce qu'ils veulent bien faire, parce que c'est comme ça dans le team building. Et on va inviter progressivement les participants à passer de je veux faire confiance à je ressens que je fais confiance. C'est-à-dire, je m'appuie sur toi. Et un des premiers critères qu'on va leur demander d'identifier, c'est est-ce que vous respirez quand vous vous appuyez sur l'autre? Tout simplement. Parce que quand je veux m'appuyer sur l'autre ou quand je m'appuie sur l'autre et que je suis vraiment dans une posture de dépendance, eh bien, la différence, ça va être très souvent à l'échelle de la respiration. Dans un collectif, il y a des collectifs qui sont respirants et puis il y a des collectifs qui sont enfermants. Eh bien, la capacité à respirer ensemble, à s'appuyer les uns sur les autres, est vraiment une compétence clé quand on veut vivre cette capacité à s'appuyer, pas juste sur soi, mais s'appuyer sur les autres en confiance. C'est important là ce que dit Jean-François. On va vous faire expérimenter un peu plus tard un petit exercice sur la contre-dépendance. C'est ce qu'on a choisi pour ce soir. Pour autant, par exemple, par rapport à ce critère de dépendance et de prise de conscience, est-ce que je suis en capacité de te faire confiance ou pas? Eh ben, quand on accompagne des équipes en organisation, bien souvent la tête va dire oui, là où par l'exercice ou par le somatique, eh bien, les personnes prennent conscience qu'elles n'arrivent pas à lâcher, elles n'arrivent pas à prendre conscience. Et du coup, la prise de conscience somatique, ah oui, mais je pensais alors que non, j'y arrive pas, eh bien, va entraîner une prise de conscience par rapport à ce qui se passe dans l'organisation. Et c'est Par là, exemple, pardon. pardon, je t'en prie. Et c'est Une là où on équipe. va passer, pardon, de la confiance aveugle, je veux faire confiance ou je m'abandonne comme ça, à la confiance construite dans les collectifs. Et ça, cette première étape, elle est vraiment essentielle, c'est de vraiment faire la différence. Parce qu'il y a des gens qui vont faire aussi l'inverse, c'est-à-dire l'exercice étant de se laisser porter par l'autre, ils vont se laisser porter par l'autre, mais alors de tout leur poids, et l'autre va être écrasé par le poids que l'autre veut bien lui donner. Eh bien, plutôt que d'aboutir à ces deux extrêmes, d'un côté, je ne fais pas confiance et de l'autre, je fais une confiance complètement aveugle, eh bien, on va aboutir à quelque chose où on va construire. Et quelles sont les clés pour construire la confiance? Passer de la confiance aveugle à la confiance construite. Elisabeth, excuse-moi, tu voulais dire autre chose? Non, non, c'était juste l'illustration qu'effectivement, dans une équipe projet, équipe support dans un grand groupe, euh, eh ben, au sein de cette équipe, effectivement, par l'exercice proposé, certaines personnes ont pris conscience qu'elles n'étaient pas en capacité de faire confiance à leurs collaborateurs et de jouer, d'être proactives, on va dire, pour la réussite, l'atteinte de certains objectifs. Ça nous Suite mène à ensuite la à la dépendance, contre-dépendance. la seconde posture de contre-dépendance. Euh, C'est vraiment, vous pouvez prendre l'image d'un enfant qui naît. Là, on a pris la graine qui commence à grandir, mais vous savez, l'enfant qui naît, l'adolescent qui apparaît, à un moment donné, cela risque d'être le non systématique. Je m'oppose. Donc voilà, c'est plutôt un état en réaction qui est vraiment, je revendique quelque part ma singularité. Il s'agit de se faire reconnaître, de se faire voir, il s'agit de laisser de la place ou de prendre sa place. Et là encore, il n'y a pas de posture idéale, il y a une dimension porteuse parce qu'il y a dans certains cas, dans certains contextes, la nécessité de dire non, stop, nous sommes en danger. Là, il ne faudrait pas aller dans cette direction. Et encore une fois, il existe une dimension plus limitante, plus pénalisante, qui peut être une confrontation permanente, une opposition permanente sans raison mature. C'est pour ça que l'on posait au début ce prérequis de maturité individuelle. Il s'agit de savoir se mettre en opposition, en contre-dépendance, en discussion au moins, et de savoir dire OK aussi, vous avez raison, sans aller donc jusqu'à une situation
où l'ego, quelque part, le mauvais ego, entre guillemets, l'emporte. L'idée ici, c'est d'avoir une capacité à se positionner sans être un hérisson, sans être un paillasson, et d'avoir cette juste expression de soi qui est à la fois une affirmation constructive dans le registre de la confrontation. Et l'enjeu dans le collectif, il est très très important. C'est que par exemple, si dans un collectif, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette navette Challenger dans les années 80 qui a explosé, dans la petite histoire, on s'est aperçu que c'est une des raisons pour laquelle cette navette a explosé, c'est que les joints qui étaient censés être hermétiques avaient été construits à Chicago, donc dans une région plutôt nord et fraîche des États-Unis, avec un décollage en Floride, qui est une région plutôt humide et chaude. Et il paraît que certains ingénieurs avaient anticipé que ces joints-là ne supporteraient pas la chaleur. Sauf que personne n'a osé dire non, non. Et c'est là où on voit dans des collectifs des bénis oui-oui dans la dépendance, c'est-à-dire des gens qui font confiance aveuglément et qui n'osent pas dire non alors que ça pourrait avoir une vraie valeur pour le collectif. Et c'est là où la façon de dire non est vraiment. Et là, on avait envie, Elisabeth et moi, de vous proposer un exercice pour sentir ce que c'est que le non. Je vous invite à vous lever, si vous voulez bien, et de faire l'expérience de si pour vous, il y avait un mot qui exprime, s'il y avait un geste, pardon, qui exprime non. Allez-y, laissez venir un geste qui exprime non pour vous. Voilà. Et gardez la posture qui s'associe à ce geste. Gardez cette posture. Eh bien, observez quelle est votre tendance. De quoi prenez-vous conscience dans votre non? Et quand on fait cet exercice, je vais le faire de côté avec vous, on voit différents cas de figure. Alors, ça dépend du sujet que vous avez choisi, ça dépend de l'intensité de l'émotion que vous ressentez par rapport à ce sujet. Mais on va voir des choses comme ça. Non, qui en fait nous décentre et consiste finalement à agresser l'autre parce qu'on rentre dans son espace et notre non n'est pas un non d'affirmation, mais un non d'agression. Ensuite, est-ce que votre bras est tendu ou est-ce qu'il y a encore de la souplesse? Si on prend par exemple ce geste du non, est-ce que votre bras est tendu ou est-ce qu'il y a encore de la souplesse? Est-ce que vous vous crispez sur vos jambes? Je ne peux pas vous montrer, mais c'est-à-dire les jambes sont raides ou est-ce qu'il y a encore de la souplesse? Et est-ce que vous pouvez trouver maintenant, et je vous invite à jouer un peu avec ces contrastes, est-ce que vous pouvez mettre soit plus de souplesse dans votre non, que ce soit au niveau des jambes, que ce soit au niveau du bras, ou au contraire, plus de tonicité selon votre style, parce qu'il y a certains d'entre nous qui ont plutôt un non qui est très reculé, et d'autres qui ont un non très ouvert. Trouvez votre centre tout en disant non, parce que des fois, on se décentre dans le non, soit vers l'autre, soit à l'intérieur de soi, on se recroqueville, on perd son centre. Là, l'idée, c'est est-ce que je peux mettre la qualité complémentaire à mon nom? Plus de tonicité ou moins de tonicité, plus d'ouverture, moins de fermeture, sans aller jusqu'à l'hyper-ouverture thoracique ici. Et en même temps, est-ce que je peux rester dans mon axe sans me décentrer? Je reste dans mon axe. Et sentir l'énergie, une fois que vous avez trouvé à la fois cette souplesse et en même temps ce centrage, cette tonicité qui n'est pas excessive, qui est juste, c'est la tension juste, sentir ce que ça demande de dire non sans être un hérisson, sans être un paillasson. Alors bien sûr, nous, on vous le fait ce soir en version accélérée. Dans les séminaires qu'on donne aux équipes, c'est beaucoup plus, il y a d'autres expériences à mener. Mais sentez cette nuance-là. Et pour l'exercice,
Maintenant, on va passer par deux contrastes. Maintenant, non, et mettez toute l'attention dans le bras, les jambes tendues, et allez vers l'avant, comme ça. Décentrez-vous. Ressentez ce que ça crée. Et à l'inverse, maintenant, allez chercher un non qui est mou, dans le sens hypotonique. Recroquevillez-vous et décentrez-vous vers l'arrière. Non. Et retrouvez au milieu le non juste, souple sur les jambes, centré dans mon axe. Hein, je le fais comme ça, centré dans mon axe. Souple dans le bras. C'est comme s'il y avait un peu, je pouvais un peu jouer avec de la barbe à papa, là, comme ça, pour sentir. Voilà. Et sentir ça. Ça, c'est un non qui n'est ni hérisson, ni paillasson. Voilà. Donc, je vous invite à vous rasseoir. Et peut-être, si quelqu'un veut partager, s'il y a qu'est-ce que vous avez observé, qu'est-ce que vous avez ressenti, quand tout d'un coup, vous contrastez ces différentes façons de dire non. En fonction de la position qu'on adopte, alors c'est plus ou moins, il y a plus ou moins d'énergie, plus ou moins de recul, plus ou moins d'agressivité aussi. C'est ça. Enfin, voilà, en fonction du geste qu'on adopte, en effet, l'intention change quelque part, et c'est une lecture de son intention personnelle, en fait, à un moment donné. Alors elle est, comme on l'a fait un petit peu énergiquement, quoi, sans préparation, c'est du quasi instinctif, quoi. C'est ça. Oui. Ah ouais, c'est très intéressant. Ouais. Et en effet, quand on modifie le geste, ça modifie l'intention. C'est très, très, très étrange, hein, très intéressant. Ouais. Patrick, la personne, puisque je sais que tu viens de célébrer ton maître Pratt en PNL, la Oui, personne derrière ça, c'est, bon, il y a eu Jacques Dechance qui l'a travaillé, mais il y a Judith Delosier, qui est donc aussi d'accord. une des fondatrices de la PNL et qui a travaillé sur ce qu'on appelle la syntaxe somatique Mm. et qui a vraiment, c'est impressionnant comme le corps, en fait, et ses gestes sont des sous-modalités. Ouais. Et si tu changes une sous-modalité d'un geste, tu changes l'expérience que tu fais, en fait. Ah ouais, c'est impressionnant, hein. C'est Ouais. très fort. J'aime beaucoup ça. Ouais. Et il y a le fait de changer en conscience l'intention, pardon, et donc d'amener après coup le geste d'une certaine façon. Et puis, il y a le geste spontané qui sort souvent en état d'urgence, en état de stress. Et là, prendre conscience de qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là, pour beaucoup aussi, c'est bouleversant parfois et beaucoup plus efficace, pardon, qu'une réflexion cognitive. Mhm. Et là, on retombe sur ce qu'on vous disait au départ, cette notion de qualité de la conversation dans le débriefing. Euh, Comme tu viens de le dire, Patrick, tiens, c'est marrant, j'ai vraiment observé qu'au moment où je change la posture, le geste et mon intention, il y a quelque chose qui se modifie. Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de ma façon de gérer la façon dont je me confronte au quotidien? Et puis, qu'est-ce qu'on peut me dire aussi? Ah ben oui, c'est marrant parce que toi, j'ai l'impression que tu es plutôt tendu quand tu dis non. Et donc, on peut générer des conversations qui sont pour le coup, qui ont un substrat concret qui est le corps et l'expérience du corps et l'expérience des émotions qui vont avec pour mener des conversations plus profondes. Mm. Suite à la contre-dépendance, eh bien, une quatrième compétence qui arrive, voilà, l'indépendance. Et comme nous l'avons dit au début, il n'y a pas d'idéal. Donc voilà, l'indépendance, c'est la capacité, pardon, d'une personne à s'assumer, à tenir debout seule. Donc assertivité, positionnement, responsabilité, des mots que l'on aime, hein. Sauf que ben là encore, il y a une dimension pénalisante, une posture moi-je qui peut aller jusqu'à l'égocentrisme et à des comportements rigidifiés. Reprenez ce jeune diplômé tout à l'heure, tout frais et moulu, qui arrive dans une organisation, qui est un super expert dans un domaine
qui arrive dans une équipe et qui pense tout savoir et qui trace sa route tout seul, qui prend ses décisions sans concertation avec l'équipe, sans coordination, en pensant qu'il sait mieux que le collectif ou que des personnes qui connaissent l'environnement, les partenaires, les interactions, etc., etc. Ben, vous percevez bien que ça peut être une catastrophe à un certain moment, hein, c'est-à-dire lorsqu'il arrive dans cette équipe, dans cette entreprise au début. Et par contre, au bout d'un certain nombre de mois, d'années, il faudra peut-être qu'à certains moments, certaines des personnes en présence, même avec de la coordination, et je dirais même surtout avec de la coordination, prennent leur indépendance et agissent chacune dans leur environnement pour que les objectifs soient atteints, pour que le travail avance, etc., etc., avec de la coordination et des interactions. C'est vraiment essentiel ce que dit Elisabeth, c'est qu'on se retrouve parfois dans des collectifs, vous savez, dans des collectifs, il y a des dynamiques qui se créent. J'avais toujours été fasciné par une expérience relatée par Bernard Werber dans un de ses livres, je ne sais plus c'est lequel, où il racontait que quand on met des rats ensemble, au bout de quelques temps, dans les rats vont se dessiner une hiérarchie. Et il va y avoir les suiveurs et puis il va y avoir les rats leaders. Et les scientifiques se sont dit, tiens, mais si on enlevait tous les rats leaders, eh ben, peut-être qu'il y aurait quelque chose de plus transversal, de plus horizontal. Donc, ils ont enlevé tous les rats leaders et puis ils ont laissé les rats followers, donc les suiveurs, ensemble. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au bout de 3 semaines? Eh bien, parmi les followers, des rats leaders émergent et on retrouve cette notion de hiérarchie dans les collectifs. Et on va voir ce moi-je qui est un excès de jeu, finalement. Et on va voir aussi l'inverse, c'est-à-dire des followers, c'est-à-dire des gens qui ne s'assument pas. Et je ne sais pas si vous avez fait cette expérience dans les collectifs, de gens qui attendent, qui disent je vais le faire, mais qui ne le font pas. Des gens qui se mettent en position de dire bah, faites comme vous voulez. Des gens qui ne s'assument pas dans des collectifs. Et ça, on voit comment la capacité à l'indépendance, c'est-à-dire finalement la capacité à s'assumer, et s'assumer au service du collectif, au service du projet, c'est aussi une compétence qui est extrêmement importante. Parce que combien de fois je me suis retrouvé dans des collectifs où je ressentais de la frustration face à des gens qui disaient, mais si je vais le faire, et qui ne le font pas au final, et sur lequel finalement on ne peut pas compter. Et ça, c'est vraiment une compétence très importante. On la travaille encore une fois dans les séminaires où les gens peuvent rester, s'assumer. C'est vraiment une expérience physique. Je vois Isabelle qui lève la main. Dans l'expérience de Bernard Werber, ils n'ont pas essayé de laisser tous les rats leaders ensemble pouvoir. Ah, ça aurait été une excellente, ouais, super idée ça. Ça aurait fini en cauchemar. C'est ça. Alors pour le coup, ça, je l'ai vécu sur une équipe où on avait mis toute une équipe de leaders. Ça a été un vrai carnage. Mm. Ah ouais. Ça a complètement explosé. Ouais, 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 ouais. Et encore une fois, c'est vraiment là où l'articulation de ces 4 compétences est essentielle. Parce que si je suis leader, mais que j'ai pas la capacité à être un leader qui sait retrouver sa place dans un collectif et qui se retrouve entouré de leaders, c'est règlement de compte à hockey choral, quoi. On parlait tout à l'heure avec Siam d'analyse transactionnelle. Ben, je me positionne toujours en hockey plus et puis les autres en hockey moins et je continue. Non, 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 c'est vraiment là où c'est OK, chacun a son niveau de responsabilité et l'assume là où il est. Et c'est parfois un équilibre difficile. Et en même temps, c'est une expérience. S'assumer, c'est une expérience. Et j'ai en ce moment une cliente qui veut renforcer l'autonomie dans son organisation. Et elle voudrait que les gens prennent plus d'initiative. Sauf qu'en face d'elle, elle a des gens qui n'ont pas le niveau d'indépendance parce que culturellement, ils ont été dans une culture très paternaliste où, entre guillemets, on pensait pour eux, on leur disait quoi faire, et puis là, avec le changement de direction, eh bien, on leur dit faites, assumez-vous, prenez des initiatives. Ben, la dirigeante, elle est très décontenancée parce qu'elle aspire à ce que ses équipes soient autonomes et prennent des initiatives.
et les équipes continuent parce que le niveau d'indépendance et par conséquent le niveau de dépendance est très très élevé à ce stade pour l'instant. Et donc, enfin, quatrième dimension, l'interdépendance. Et là aussi, on pourrait se dire, et parfois ce sont les retours qu'on a, hein, que nous avons, c'est parfait, on est interdépendant. Bah, pas forcément. Oui, il y a cette capacité de soutien mutuel. Oui, il y a cette capacité de prendre conscience de ce dont les uns et les autres ont besoin. Pour autant, et souvent on le voit en situation de stress, de danger, et à l'heure actuelle, dans le contexte économique tel qu'il est, ben ça se trouve, ça va être nous contre les autres. On protège nos acquis et contre les autres. Alors que dans ces moments de crise en particulier, c'est vraiment le tissage des partenariats, la prise en compte de tout l'écosystème qui va faire que l'on va sortir gagnant. Donc voilà, c'est bien sûr qu'il va y avoir là peut-être plus de conscience de soi des uns et des autres. Là, l'enjeu, c'est l'ouverture au système, à toutes les parties prenantes. Donc souvent, on va trouver là la capacité à aller tisser vers l'extérieur, avec les clients, avec les fournisseurs, également avec les salariés en interne, différents partenariats. C'est vraiment très intéressant, hein. Quand on est dans une entreprise, c'est de mesurer quel est le niveau de ce que nous, on appelle le haut long qui est pris en compte. C'est-à-dire qu'un haut long, c'est une partie qui représente un tout en soi. Donc, par exemple, une cellule, c'est un haut long en soi, mais elle fait partie d'un organe qui est un haut long en soi. Et puis un organe, il fait partie du corps qui est un haut long en soi. Et quand on regarde une organisation, c'est intéressant de voir où se situent les hauts longs qui sont pris en compte. Et on voit par exemple parfois le marketing qui est un haut long en soi et qui fonctionne tout seul et qui se dit mais ils n'ont rien compris à ce que c'était que le marketing, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et on voit comment finalement le marketing en tant que haut long se sépare de l'ensemble, par exemple. Ça, c'est un cas concret que je vis en ce moment. Et on voit comment l'importance de développer la capacité à l'interdépendance, c'est-à-dire à prendre en compte des niveaux de haut long de plus en plus complexes. Parce que bien sûr qu'il y a le marketing, mais bien sûr qu'il y a la R&D, et bien sûr qu'il y a la production, et bien sûr qu'il y a l'entreprise, mais il y a aussi les fournisseurs, et puis il y a d'autres longs comme les clients, et puis il y a aussi, eh ben, peut-être aujourd'hui aussi, la planète avec ses différents écosystèmes à prendre en compte. Enfin voilà, le niveau d'interdépendance est très très variable d'une équipe à l'autre, et les frontières qu'on prend en compte pour déterminer les parties prenantes qu'on intègre dans cette interdépendance, là aussi varient avec des niveaux de conscience ben, très très différents d'une entreprise à l'autre. Et dernièrement, avec Jean-François, nous avons accompagné un groupe sur ce thème-là. C'était vraiment, ils avaient choisi ce thème pour leur journée de séminaire du jeu au nous, euh, où le groupe était séparé sur 4 sites. Sur un site, c'était plus le social, sur un autre le fiscal, sur un autre le légal, etc. Eh bien, ce qui est arrivé à un certain moment, c'est que les sites, au lieu de collaborer de façon transversale en soutien pour l'organisation, se sont un peu sclérosés et repliés les uns sur les autres, avec une perte de sens par rapport à leur identité commune et à leur vision commune. Et c'était très intéressant de les voir justement en animation somatique, hein, en jeu, on a transformé ça en ludique, de voir comment la prise de conscience a aidé à renverser un petit peu cette énergie qui était bloquée, sinon au niveau de la tête, hein, c'était plus nous contre les autres. Voilà, comme quoi la joie, vraiment des énergies vers les autres, porteuses, vous sentez hein, quand cette énergie monte et quand vous demandez au début du webinaire avec quoi vous arrivez, c'est quoi votre mot, c'est quoi peut-être votre niveau d'énergie, c'est ça qu'on cherche à percevoir. Comment vous vous sentez maintenant par rapport au début du webinaire? Est-ce que c'est plus haut? Est-ce que c'est plus bas? C'est comment on se sent dans un collectif donné? Qu'est-ce que je peux donner à ce collectif? Comment l'énergie me porte ou pas? Ça aussi, c'est un indicateur important. Le meilleur signe de la qualité de l'interdépendance, c'est effectivement le niveau d'énergie dans le collectif.
Si vous sentez dans un collectif que votre joie monte, mais malgré les difficultés, il peut y avoir des difficultés, des discussions, en tout cas, ce n'est pas un souci. Si vous sentez que le collectif vous donne de l'énergie, que quand vous en manquez ou quand vous avez des doutes, etc., il y a vraiment quelque chose qui monte et qui est de l'ordre de la joie, eh ben, c'est le bon endroit pour vous, quoi. Je pense que vous y êtes sensible, non, j'imagine. Vous l'avez perçu. Alors, nous arrivons Euh, bientôt à la fin de ce webinaire. Notre invitation, eh bien, c'est de vous inviter à passer votre index MeTooWe, de passer le questionnaire. Euh, on a voulu, Elisabeth et moi, le mettre, l'ouvrir gratuitement pour que, encore une fois, il puisse remplir sa fonction d'être un peu un test qui éveille à ces différentes dimensions. Donc, on vous invite à rejoindre l'index MeTooWe. Merci Elisabeth de l'avoir mis dans le chat. Et puis comme ça, vous allez pouvoir recevoir votre profil, votre rapport, hein. Et ouais, vas-y Elisabeth. Peut-être repréciser qu'il y a un code à entrer, hein. Il est gratuit. Vous avez juste le code, il est en bas du premier écran à droite. Vous avez vraiment la consigne pour pouvoir le passer de façon gratuite. Vous verrez. Oui, donc vous tapez juste MeTooWe pour avoir le code, c'est le coupon pour avoir le code gratuit. Et donc, avant de se quitter, on se demandait si vous aviez des questions. Et sur WooClap, si une dernière fois, quelle est l'idée que vous emportez avec vous en cette fin de webinaire? Je vais repartager la page qui vous permet de retrouver le code parce qu'on a accueilli, en attendant, pendant ce temps-là, on a accueilli Pedro qui a peut-être pas vu le code. Donc, en allant sur wooclap.com, en tapant le code QRQYKU, eh bien, simplement, quelle est l'idée clé que vous emportez avec vous après ce webinaire aujourd'hui? Voilà. En moins de 40 symboles, sigles. Et sinon, vous pouvez aussi poser votre question. Oui. Ouais. Alléger des contextes tendus. Le non qui agresse et le non qui est souple. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un dans le chat aussi qui a ajouté. Ah, bah c'était toi, Elisabeth. Ok. Ok. Est-ce que vous avez des questions autour de cet index MeTooWe, autour de ces différentes dimensions? Et puis, on peut peut-être arrêter l'enregistrement, comme ça, chacun va apparaître, on vous voit un petit peu. J'arrête l'enregistrement.